Heureux d'être avec vous à Gennevilliers par ce très beau temps, on va dire ça comme ça, pour cette 9e réunion publique de présentation des grands enjeux de la métropole du Grand Paris, présentation de ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dont on aura l'occasion d'expliciter un petit peu mieux les tenants et les aboutissants d'ici quelques minutes. Je vous parlais de la 9e réunion publique, il y en a 12 depuis le 15 mai dernier, à un rythme assez soutenu. Tout a commencé à Nogent, on a parlé des risques, et notamment des risques inondations, puis nous sommes allés à la Alpajol à Paris, dans le 18e, pour parler de la nature en ville. Ensuite, nous avons posé nos valises à Clichy-sous-Bois pour évoquer la question du renouveau des quartiers en difficulté. Étape suivante, on était à Suresnes pour parler logement. À Sceaux, ensuite, où on était sous des trompes d'eau, autre temps, autre lieu, où nous avons une belle réunion publique sur la transition énergétique. Nous sommes ensuite allés à la fabrique du métro à Saint-Ouen, un endroit tout à fait étonnant, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas, pour parler transport, puis Pantin pour trouver des solutions au déséquilibre métropolitain. Enfin, la semaine dernière, nous étions à Thiais où nous avons débattu d'économie circulaire. Voilà, et nous voici à Gennevilliers pour évoquer le Grand Paris de la ville productive et marchande. Je me faisais une réflexion sur mon scooter, là, en arrivant, en me disant, mais finalement, c'est la 9e réunion publique. Quel est le point commun entre toutes ces réunions publiques? Eh bien, je crois l'avoir trouvé, peut-être en partie, en me disant qu'à chaque fois dans ces réunions publiques, on parle des paradoxes et de la façon dont on peut y répondre politiquement. Et puis aujourd'hui, on est évidemment en plein dedans. On est là pour parler de villes productives et marchandes. Un jour où, évidemment, on est à un pic de pollution, on va parler de logistique, de camions. Un jour où, évidemment, la circulation différenciée est mise en place. Tout ça pour dire que, évidemment, tout ça, ce sont des problèmes complexes, mais s'ils n'étaient pas complexes, ils ne seraient pas intéressants. Alors, on va répondre, évidemment, l'idée de ces réunions publiques, c'est bien évidemment que vous puissiez poser toutes vos questions, qu'on puisse répondre avec des élus, avec des experts qui vont prendre place à cette tribune dans quelques instants. Il y aura des micros qui vont circuler dans la salle. On va donc débattre avec vous, puis on va débattre aussi avec les internautes qui nous suivent bien au frais chez eux, avec un grand verre de boisson fraîche. Je vous dis pas qu'ils ont forcément tort, mais enfin bon, la visite, je crois, du port de Gennevilliers valait vraiment le détour. Ils nous suivent sur le site de métropolegrandparis.fr/scot, et puis également, ils peuvent poser des questions sur le site, sur le fil Twitter du SCOT, c'est MGP SCOT pour poser des questions. Moi, je me ferai évidemment votre porte-parole, pour poser toutes ces questions. On parle de la métropole du Grand Paris, on parle du SCOT. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, je vous propose de regarder ce petit film d'une dizaine de minutes qui va vous fixer, à n'en pas douter, les idées. On se retrouve tout de suite après. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour. Il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux.
La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie, et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seuls 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets, avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales.
Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole. Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Je vais demander aux participants à la table ronde de bien vouloir me rejoindre autour de cette table qui n'est absolument pas ronde, mais ovale. Et c'est pas une table ronde, c'est une réunion publique en plus. Je vais vous les présenter au fur et à mesure qu'ils arrivent. Magali Vernier qui est ici, qui est directrice de l'appui territorial au sein de la CEMAES, la Société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires. C'est une SEM de la ville de Paris spécialisée dans la revitalisation du commerce et de l'artisanat de proximité. Michel Laurent qui s'installe. Bonjour monsieur, vous êtes membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, vous êtes représentant du secteur service. Chris Danarajou, directeur de l'agence Gennevilliers d'Aropa, c'est vous qui avez fait la visite sur le bateau. Alors Aropa, hein, c'est le groupement d'intérêt économique des ports du Havre, de Rouen et de Paris qui est voulu par le Premier ministre, on va en parler. Donc voilà, et puis les élus à ma droite, en commençant par Marc Ourson, qui est maire adjoint de la ville de Gennevilliers. Vous êtes aussi administrateur d'Aropa. Et puis Yvon Leskovitch, qui est en fait conseiller métropolitain, animateur du comité de pilotage de ce SCOT, maire adjoint de Rosny-sous-Bois. On va commencer peut-être avec vous. Quelques mots. On parlait de ce SCOT. On a compris à peu près, hein, je pense, de quoi il s'agit. Si on devait résumer, le SCOT, c'est de l'aménagement du territoire. C'est ce que faisait autrefois la DATAR à l'échelle de la nation. Et vous le faites à l'échelle de la métropole ? Vous aimez bien cette comparaison avec la DATAR, Olivier? Oui, j'aime bien. C'est plusieurs fois que vous nous le dites et J'aime vous bien. avez raison. En réalité, la différence avec la DATAR, c'est que le législateur a confié il y a quelques années, maintenant un petit moment, l'aménagement du territoire aux élus locaux, en considérant que, à la limite, ceux qui connaissaient mieux le territoire, peut-être que les préfets, c'était les élus locaux. Et la loi qui a créé la métropole a dit, on considère que finalement, pour l'aménagement de la métropole, ce serait bien que les 131 communes qui aménageaient un peu dans leur coin, il faut le dire, sauf certaines exceptions, Ou n'aménageaient pas, hein. Le territoire le fassent ensemble dans une cohérence globale, et c'est là qu'on retrouve la cohérence territoriale, qui est celle du SCOT. Alors, qu'est-ce que c'est que la métropole et qu'est-ce que c'est que le SCOT? J'ai envie de vous dire, il fallait assister à la visite d'aujourd'hui pour voir ce que c'est. Au-delà des grands débats institutionnels, au-delà des mots techniques, eh bien la métropole, quand on parle de logistique, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a certains enjeux qui dépassent les cadres administratifs des communes, parce que les échanges qu'elles impliquent vont au-delà du niveau communal et intercommunal. Ils sont métropolitains. Monsieur Danarajou nous a présenté dans les différentes parties du port, notamment l'endroit où on fait venir le béton, ou en tout cas les matériaux qui servent à construire les immeubles pour le BTP. Il est évident que tous ces matériaux ne servent pas qu'aux habitants de Gennevilliers. Ils servent aux habitants de toute la métropole, voire beaucoup plus large. Même s'il y a pas mal de béton quand même ici, hein. Même s'il y a pas mal de béton, mais en toute cause, ils servent bien au-delà des frontières de Gennevilliers et des limites de Gennevilliers. Et puis, le deuxième exemple, en matière de logistique, on a vu, et c'était saisissant, tout ce qui était des déchets. Mais il est évident que ce n'est pas les déchets qui sont produits par les habitants de Gennevilliers, c'est les déchets qui sont produits, notamment, en grande partie, pas seulement, par les habitants de la métropole, Olivier de la Garde. Et donc ça montre bien
que même si le port de Gennevilliers est à Gennevilliers, que la ville de Gennevilliers, on l'a vu tout à l'heure, est partie prenante, naturellement, de son aménagement en lien avec les autorités et AROPA, néanmoins, ces sujets, ils ont vocation à se traiter à l'échelle métropolitaine. Comment on organise l'interface entre cette grande plateforme logistique et le reste de la ville, comment on interface avec la logistique du dernier kilomètre, comment on interface avec le bassin d'emploi, c'est-à-dire que des gens vont venir travailler ici, mais finalement ils n'habitent pas tous à proximité, et voilà. Et comment on préserve certaines zones d'aménagement pour dire on a besoin de zones relais pour, comme vous avez expliqué tout à l'heure, le dernier kilomètre, pour les déchets, et on sait très bien que c'est très difficile pour un maire d'accepter ce type de zone dans sa commune. Voilà pourquoi il nous paraît pertinent que tout ça soit géré à l'échelle métropolitaine. Et finalement, Olivier Lagarde, c'est ça la métropole. La métropole, c'est finalement, ça se résume au SCOT? Non. Le SCOT, c'est la colonne vertébrale de la métropole. C'est-à-dire que le SCOT, c'est considérer ces deux choses, c'est accepter qu'il y a des grands enjeux, on les appelle les grands paris de la métropole, qui dépassent le cadre communal. Et la deuxième chose, c'est accepter qu'ils soient gérés en commun. Oui, ça c'est la métropole et donc c'est un peu le SCOT. Alors, question que je vais vous poser tout de suite parce qu'elle se pose à absolument toutes les réunions publiques. Donc comme ça, on va s'en débarrasser, mais elle va revenir, vous allez voir. Quels sont vos pouvoirs? Est-ce que vous pouvez imposer vos vues à une commune en tant que métropole? Est-ce que voilà, vous avez un pouvoir de coercition finalement? C'est pas tant en termes de coercition qu'il faut analyser les choses, c'est en termes de hiérarchie des normes. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, il y a la loi déjà en France qui s'applique sur tout le territoire national, et puis il y a un schéma directeur de la région Île-de-France qui s'applique pour toute la région, et puis après il y a un SCOT qui s'applique pour toute la métropole. Alors vous allez me dire oui, mais c'est quoi la conséquence pour Gennevilliers, par exemple, de ce SCOT pour le port de Gennevilliers? Et bien ça veut dire que demain, quand le SCOT sera adopté, quand le port de Gennevilliers devra prendre des décisions sur un certain nombre de permis de construire, il devra consulter la mairie de Gennevilliers et les autorités compétentes, et qui devront instruire toutes ces demandes en fonction de règles locales d'urbanisme, de PLUI, puisqu'ils désormais sont intercommunales. Eh bien, pour être simple, Olivier de Lagarde, ces règles, elles devront être compatibles avec le SCOT. Si elles ne le sont pas, elles ne pourront pas être appliquées. Et donc, c'est ce qui garantit, cette hiérarchie des normes, garantit l'efficacité de ce qu'on est en train de décider aujourd'hui. Donc, vous n'avez même pas besoin de pouvoir de coercition, il s'impose naturellement aux différents maires? Le pouvoir de coercition sur la règle d'urbanisme, il est celui de l'État, de l'autorité qui instruit la demande, l'autorité municipale notamment pour le moment, puisque c'est toujours les maires qui instruisent les permis de construire. Mais en tout état de cause, la métropole, c'est pas une métropole de coercition. Je crois, et le maire de Gennevilliers nous l'a dit tout à l'heure, qu'il s'est battu depuis des années contre certains projets de l'État. Eh ben, c'est plus facile de se battre à 131 quand on s'appelle Métropole du Grand Paris et qu'on représente les 7,5 millions d'habitants que quand on est, quand même on est un maire impliqué, un maire isolé de Gennevilliers avec la population qu'on a. On est quand même beaucoup plus fort à 131 que tout seul. Mais vous arrivez à vous entendre à 131? Parce que c'est compliqué, hein, les métropoles, il y a des maires de toutes les couleurs politiques de l'arc-en-ciel. C'est vrai. L'exemple de Gennevilliers en est un. La sensibilité politique de Gennevilliers, du maire de Gennevilliers, n'est pas Belle forcément couleur, dit Marc Courson. la même que la mienne. Pour autant, on est capable, au-delà de nos sensibilités, de s'accorder sur un certain nombre de sujets qui sont politiques, mais pas au sens partisan du terme. Ils sont éminemment politiques, mais pas du tout partisans. Et je crois que la façon dont on conçoit la ville de demain, la métropole dans 20 ans, elle dépasse largement les clivages politiques qui sont en plus beaucoup plus contingents et beaucoup plus conjoncturels. L'actualité politique nationale nous l'a montré ces dernières années. Marc Courson, vous confirmez ce que dit Yves Moscovitch? On arrive à s'entendre plus ou moins à 131 ou est-ce que vous dites à Gennevilliers, de toute manière, la métropole, ils font ce qu'ils veulent, nous, on est chez nous? Évidemment que c'est une réaction une question que j'attendais de votre part, mais non, on arrive à s'entendre et on a intérêt à s'entendre. Quand vous voyez que tous les jeunes cadres des sociétés veulent s'en aller de la métropole ou veulent aller en province, c'est parce que il y a trop de stress, il y a trop de mal-vivre dans nos villes, dans la métropole, donc il faut bien qu'on travaille tous ensemble et intelligemment pour redonner du sens à la vie dans la métropole, que ce soit pour le logement, que ce soit pour le cadre de vie, mais le cadre de vie dans le travail. Vous avez cette magnifique salle aujourd'hui qui est fermée avec le directeur du port. Là, il y a un appel à projet qui va être lancé parce que quand on vient au travail et qu'on s'y plaît,
même si on habite loin, on a une qualité de vie qui nous redonne du sens à être ensemble. Et donc, quelles que soient les couleurs politiques, nous avons tout intérêt à travailler tous ensemble pour arriver à un résultat où on se sente bien vivre. Vous avez vu, je le disais, pour le département du 92, on a une étude des curés de Nanterre qui dit, après avoir chassé les couches populaires du 92, on chasse les couches moyennes à cause du foncier. Là aussi, il va falloir qu'on travaille, au cadre du SCOT, pour permettre qu'on construise du logement social, qu'on construise du logement pour tout le monde, et pour avoir des logements à côté des lieux de travail. Parce que si on fait habiter les gens dans le 60, dans l'Oise, et qui viennent travailler à Gennevilliers, tous nos discours sur vivre autrement, ils tombent à l'eau. Donc, évidemment, quelles que soient nos couleurs politiques, on a tous le même desiderata, c'est-à-dire de faire une métropole de demain où on s'y sente bien les uns et les autres. Alors, vous parliez de logement, Marc Courson, ça tombe bien parce que la réunion publique d'aujourd'hui n'a absolument pas, n'a rien à voir avec. On va parler du Grand Paris logistique et productif, et je salue à nouveau les internautes. Pourquoi? Parce que je me suis fait engueuler pendant le film. On m'a dit, mais t'as commencé trop tôt, les internautes n'étaient pas prêts, on avait dit 19h30, et j'ai commencé un tout petit peu avant. Donc, je salue les internautes. Bonsoir à vous. On va parler du Paris, de ville productive et marchande. Merci de nous suivre. Merci de poser toutes vos questions sur le fil Twitter de la métropole. Scott MGP, c'est l'adresse. Et moi, je reçois tous vos messages sur cette tablette et je me fais votre interprète. Allez, commençons et rentrons dans le vif du sujet. On va parler de logistique, on va parler industrie et services, et puis on va parler de commerce. Mais bon, ici sur le port de Gennevilliers, Chris Danarajou, on va commencer avec vous. À quoi ça sert? C'est quoi l'enjeu pour une métropole d'avoir des centres logistiques? C'est pour répondre aux besoins du quotidien de l'ensemble des Franciliens, en fait. Comme on l'a pu l'expliquer pendant la visite, ici, tout ce qui se fait, ce sont les coulisses de la vie au quotidien. Il faut bien préparer, effectivement, tout ce que les Franciliens ont besoin pour vivre. Et c'est ça qui se passe sur le port de Gennevilliers. Ces zones logistiques, elles servent non seulement à fabriquer des choses, parce que je vous rappelle, effectivement, on a parlé du béton, mais le béton a une durée de vie de 45 minutes, donc il faut bien des zones où on fabrique le béton pour pouvoir délivrer en 45 minutes les chantiers. Le béton frais, quoi, une durée de vie de 45 minutes, oui, sinon c'est un peu plus long, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais voilà. Dans le cadre des chantiers, effectivement, il faut les alimenter en béton frais. De manière plus prosaïque, quand vous commandez aussi, quand vous faites des achats sur des produits surgelés pour la préparation de commandes, il faut aussi que les zones logistiques se trouvent pas trop loin aussi des zones de consommation. Donc c'est l'intérêt finalement de pouvoir livrer les consommateurs se trouve effectivement dans cette proximité avec des zones logistiques bien placées. Et ici, sur le port de Gennevilliers, vous avez toutes les formes de logistique possibles, quoi, en fait. La logistique routière, bien sûr, la logistique fluviale, la logistique ferroviaire. Ouais. Et presque la logistique aérienne, on n'est pas si loin. Mais tout de même, tout ce qui passe par le port de Gennevilliers, c'est pas seulement fait pour les Franciliens. Ça dépasse assez largement, non? Ah oui, ça dépasse assez largement. On alimente les entreprises de BTP qui sont sur le port de Gennevilliers, alimentent l'ensemble de l'Île-de-France aujourd'hui, en fait, l'ensemble de leurs plateformes en Île-de-France. En sens inverse, les entreprises de recyclage reçoivent aussi des déchets sur une aire finalement beaucoup plus grande que la MGP, qui permet finalement de reconcentrer les flux et de les réexpédier sur d'autres exutoires en dehors de l'Île-de-France. Donc la plateforme de Gennevilliers relie finalement cette consommation francilienne au reste finalement de l'axe Seine grâce à ce formidable vecteur qu'est le fleuve. Alors autour de nous, il y a plein d'entrepôts, il y a plein de péniches. D'où viennent les produits qui sont à l'intérieur? De partout. Du monde entier. Du monde entier. On a un terminal à conteneurs qui concentre un certain nombre de marchandises qui viennent du Havre, et donc à partir du Havre, ils sont acheminés de par le monde. Je savais que vous alliez me répondre ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un piège. Parce que la question suivante, c'est est-ce que vous êtes encore dans le sens de l'histoire? Attendez, on ne parle que du consommé local à moins de 150 km, et vous faites transiter des produits qui viennent du monde entier.
tout ne peut pas être fabriqué en Île-de-France. Vous voyez bien, mais effectivement, le béton doit être fabriqué, les produits surgelés doivent être reconditionnés en Île-de-France. L'intérêt finalement de répondre aux besoins du Grand Paris, c'est pas tant de tout fabriquer en Île-de-France, mais c'est d'organiser les choses pour que les Franciliens ne manquent de rien. Et c'est bien ça le rôle des plateformes logistiques finalement, d'amener un certain nombre de choses pour pouvoir effectivement les reconditionner, les repréparer et alimenter l'Île-de-France. Bien sûr, on encourage aussi le circuit court et c'est bien le sens de l'histoire, vous avez complètement raison. On incite effectivement les entreprises à recycler au plus près finalement de Enfin, ça fait pas vos affaires en même temps. Ah si, ça fait nos affaires. Les entreprises de recyclage, on le vend en poupe aujourd'hui. Et effectivement, elles cherchent des endroits qui sont bien placés et qui sont comme le port de Gennevilliers qui est à 9 km de Paris pour pouvoir finalement reconcentrer les marchandises, les recycler en circuit court et puis les renvoyer ailleurs, quoi, en fait. Il faut comprendre que le port de Gennevilliers, enfin les plateformes logistiques dans la métropole fonctionnent vraiment comme des têtes de réseau, quoi. Et tête de réseau, ça veut dire qu'il faut être le mieux placé possible pour pouvoir à la fois fabriquer des choses, mais aussi organiser cette alimentation de la première zone de consommation en Europe. Magali Vernier, ça rime à quelque chose, ces immenses centres logistiques comme ce port de Gennevilliers où on est? J'aurais du mal à vous dire, parce que moi je ne suis pas spécialiste des immenses centres logistiques, ni même des petits. À la limite, je peux vous parler stockage du petit commerce, je peux vous parler effectivement centres commerciaux, zones commerciales. Mais moi, je suis plutôt sur le dernier kilomètre, puisqu'on parlait effectivement, monsieur parlait du premier, moi je vais être ou de la zone relais. Je vais plutôt vous parler de la notion de service public ou service au public qui représente effectivement cette ossature de commerce de proximité ou d'artisans, de services, etc., qui sont plutôt sur le rez-de-chaussée d'immeubles. Donc pour moi, je conçois les choses plutôt dans une logique urbaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire la ville, qu'est-ce qui va faire le rez-de-chaussée actif. Donc je vous donnerai la parole tout à l'heure. Michel Laurent, ça rime à quelque chose, ce type d'immense centre logistique? Alors, je pense à un immense centre logistique où j'étais ce matin. Heureusement pour moi, il faisait très frais. C'était le mine de Rungis. Il était 3 heures du matin. Et effectivement. Qu'est-ce que vous faisiez à Rungis à 3 heures du matin? J'emmenais des salariés qui étaient en formation dans l'entreprise, qui venaient de toute la France et qui ne savaient pas ce qui se passait derrière les murs qu'ils voyaient de l'autre côté de l'entreprise. Et je pensais que c'était une belle expérience de leur montrer. Et ça a du lien avec ce que l'on parle aujourd'hui, le commerce, la logistique, parce qu'on est en plein dans la logistique. Et cette logistique qui amène toutes ces nourritures vers les centres commerciaux, que ce soit les petits, les grands, les moyens. En tant que chef d'entreprise, j'ai une problématique, mais que je partage avec les élus qui sont ici dans la salle et autour de la table, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens autour de nous satisfaits, que ce soit des habitants, que ce soit des salariés. Or, pour ça, le commerce nous apporte cette possibilité d'avoir des gens qui sont satisfaits. Or, on sait très bien qu'un salarié qui est dans une entreprise, s'il ne trouve pas ce qu'il faut en termes de commerce autour de lui, c'est un vrai possible salarié qui va demain partir de l'entreprise. Donc cette problématique est importante. Je voulais le rappeler parce que dans le cas du SCOT métropolitain, et c'était très bien décrit tout à l'heure, on a une vision effectivement globale et l'intérêt c'est de pouvoir décliner au niveau des différents territoires, des différentes villes, la possibilité d'avoir quelque chose de cohérent tout autour. Et en ça, c'est vrai que la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France est très intéressée et très impliquée sur ces sujets du commerce, puisque c'est un sujet qu'on pousse. Il y a régulièrement donc des événements, et j'ai envie de vous en citer un qui nous a réunis le 22 juin 2018, qui s'est passé effectivement à la Chambre de commerce, où on a monté une plateforme partenariale sur le commerce en Île-de-France. On a mis autour de la table effectivement les acteurs du commerce, les commerçants, mais aussi des acteurs privés, publics, la Chambre des métiers, la Chambre des artisanats. Et nous avons le plaisir d'avoir Patrick Ollier, en tant que président de la métropole, qui était présent pour venir signer cette plateforme partenariale. Et le but de ceci, c'est de pouvoir fournir des livrables qui vont être applicables directement dans les villes pour pouvoir avoir, par exemple, du management de centre-ville, pouvoir avoir des commerçants non sédentaires, parce que c'est effectivement un besoin dans les centres-villes, et puis pour faciliter le dialogue entre les acteurs publics et les acteurs privés. Alors je vous convie, c'est le 27 juin, va se tenir à la CCI de Paris-Île-de-France une restitution de tous ces travaux. Bon, porte de Champéret, c'est ça?
Alors j'ai pas le lieu, si c'est ben voilà, mais là, Friedland. Est-ce que c'est pas le tout de ne pas répondre à mes questions, si vous voulez. J'entends qu'on me souffle dans la Mais salle. en plus, il faut être un peu précis quand on invite les gens. On va reparler du commerce, Michel Laurent. Je vais vous redonner la parole, mais je voulais qu'on commence par parler évidemment de logistique, de cette plateforme logistique. Et je me tourne vers le maire adjoint, évidemment, de Gennevilliers. C'est un atout pour Gennevilliers d'avoir cette plateforme, honnêtement. Parce qu'on se dit c'est beaucoup de nuisances aussi. C'est bien sûr un atout, parce que comme on le disait avec monsieur le maire, il y a le dernier kilomètre, mais il y a le premier kilomètre aussi. Et donc on est en train de travailler avec Aropa aussi pour que certains produits qui vont partir sur Paris puissent être aussi traités sur les péniches. Puisque si on va, mettons, sur le petit commerce, le petit commerce, il est essentiel au centre-ville. Mais pas qu'au centre-ville, il est essentiel dans nos cités. Et si on n'a pas des règles d'urbanisme, et si on n'a pas des règles pour imposer ou aider le petit commerce, les gens n'ont plus envie d'y vivre dans les villes, dans ces conditions. Et le commerçant, c'est quand même le lieu social. Donc ici à Gennevilliers, la logistique, elle est importante. Regardez, on disait tout à l'heure, on a un des plus gros entrepôts de logistique, là. Bon, je prends la marque, c'était Ikea, mais ils viennent d'ouvrir à la Madeleine. C'est livré par péniche, en partant du port de Gennevilliers. Tous les produits prennent les péniches et vont jusqu'à la Madeleine. Donc, si on arrive à faire ça un peu partout, là on travaille, là, comme vous le disiez tout à l'heure, les 131 villes, c'est pas facile, mais si, avec le territoire où Gennevilliers appartient, mais on travaille avec Argenteuil, là, pour essayer de mettre en place une zone agricole, puisqu'il y a des hectares de libre à côté, pour essayer que les cantines scolaires de villes soient approvisionnées par des agriculteurs qui soient sur les coteaux d'Argenteuil. Ah, vous faites ça aussi? Mais bien sûr, on travaille, et le SCOT aussi a tout son rôle à jouer là-dedans, puisque toutes ces règles-là, au lieu de les mettre à des promoteurs, ces terrains-là, s'il y a des règles d'urbanisme, ça sera réservé à l'agriculture. Et c'est important, comme on travaille donc avec la ville de Paris, avec monsieur Hoyer, pour ramasser tous les déchets des cantines scolaires de Paris, voire de la métropole, on est en train de discuter, et de construire peut-être une usine de méthanisation sur Gennevilliers, et tous ces déchets reviendraient par péniche. Vous voyez, c'est des choses très, très, très importantes. Et dans une ville comme la nôtre, c'est aussi des emplois pour des gens et des jeunes, la logistique, qui n'ont pas été à l'école, ou qui n'y sont pas allés assez longtemps. Et je trouve que c'est aussi important qu'on ait ces centres de logistique, parce que ça permet à beaucoup de jeunes de nos quartiers, il y a un centre de formation d'ailleurs dans le port, qui sert ça, de trouver un emploi à proximité, malgré qu'ils aient abandonné assez tôt l'école. Bon, mais Marc Courson, je peux vous poser toutes les questions là, si vous voulez. On est entre nous. Bon. Quand vous vous baladez sur les quais de Seine, entre, on va dire, le Louvre et la place de la Concorde, et que vous voyez tout ça est magnifique, rutilant, a été restauré, tout beau, et puis derrière, vous voyez les gens qui se promènent, c'est les consommateurs des produits du port de Gennevilliers. Vous vous dites pas quand même, c'est pas juste, nous on a les camions, les nuisances, et finalement tout ça pour des Parisiens qui, eux, ont que le bon côté des choses. C'est pas que pour les Parisiens, les Gennevillois en profitent. On a 2 zones commerciales à Gennevilliers où ils viennent s'approvisionner là aussi. Je cite Ikea, on a Leroy Merlin, ils s'approvisionnent ici. Donc évidemment, on peut pas avoir. C'est pas le port. Enfin, il se trouve à Gennevilliers, donc on l'appelle le port de Gennevilliers, mais c'est le port de Paris et sur le site de Gennevilliers. Mais quand on dit Paris, c'est pas que Paris. Monsieur le directeur du port le disait tout à l'heure, il y a 80 sites en région parisienne qui font partie du port de Paris. Donc, enfin, aussi impressionnant que celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Quand même. Ah bah non, mais il a été travaillé, c'est le premier, c'est le premier port fluvial de France, mais en même temps... C'est le premier port fluvial de France. Oui. Ouais. Oui, en totalité, pas que sur les conteneurs, mais en totalité, c'est le premier port fluvial de France et le deuxième d'Europe. Donc évidemment que c'est important. Et que ça sert pas qu'aux Gennevillois, mais les Gennevillois, moi quand je fais la visite de la ville, et je la fais une fois par mois avec les Gennevillois, ils sont fiers de ce qui se passe au port.
Parce que en même temps, vous pouvez venir vous y promener en famille. Là, on ne l'a pas fait puisqu'on a fait que la péniche. Mais vous avez tout un circuit en vélo avec un arboretum, avec des choses. Et ben, évidemment, on dit c'est industriel, mais c'est aussi beau l'industrie. Et on se bat à Gennevilliers pour regarder quand on a 28% d'emplois industriels et le port en logistique, et ben ça permet que ces gens-là, ils travaillent dans la métropole et à proximité de Paris, et qu'ils n'aillent pas se délocaliser ailleurs. Bon, ça tombe bien que vous parliez d'industrie. On va en parler d'industrie. Mais Yvan Iskovitch, un mot de commentaire. La métropole, elle a quelque chose à faire pour ce port de Gennevilliers. Elle regarde tout ça avec intérêt. Elle est actrice. Oui, parce que vous l'avez dit. Vous avez dit c'est le port de Paris, mais c'est aussi le port de la métropole. Qu'est-ce qu'une métropole si elle n'a pas des grandes plateformes aéroportuaires, portuaires, des grandes plateformes logistiques? C'est pas une métropole. Donc c'est consubstantiel l'idée des métropoles qu'il y ait des grandes zones de logistique comme ça. Donc sans grandes zones comme ça, la métropole n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas une métropole. Et il y a quelque chose qui est très important dans le rôle qu'on a à jouer, c'est celui de produire une norme de cohérence qui s'impose. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, on organise la cohérence, la compétition entre les territoires, et là, le déséquilibre. Je cite un exemple qui a été cité tout à l'heure par Madame Vernier sur la logistique. Aujourd'hui, la logistique du dernier kilomètre, et pas du premier, mais celle du dernier, elle pose de grands problèmes dans les villes qui sont des villes très denses, notamment en logement, parce que les grands géants de la logistique, notamment ceux qui vendent sur le net, qui sont les GAFA, ils ont la puissance financière qui leur permet notamment d'avoir de mettre une pression foncière sur les villes pour acquérir des entrepôts, pour faire muter certaines zones qui n'ont pas vocation à devenir des zones logistiques. Et en même temps, tout le monde achète en centre-ville, tout le monde achète sur Internet, et donc il y a un paradoxe. Mais ce paradoxe, il se résout en disant, oui, c'est vrai qu'il faut un équilibre, oui, c'est vrai qu'il faut prévoir une logistique du dernier kilomètre, mais si on ne fait pas de règles, il y aura une forme de surenchère entre les territoires pour accueillir ou non certains services, et là, on rentre dans le déséquilibre qui mine la métropole dans d'autres domaines, pas seulement en matière logistique, depuis tant d'années, en matière de logement, en matière d'activité économique, d'emploi, d'espace vert. Donc, oui, la métropole a un rôle à jouer parce qu'elle est là pour dire on n'impose rien, on n'est pas en train de faire de la coercition, on dit il y a urgence à s'organiser pour que ce type de problématique que vous veniez d'invoquer tout à l'heure, Madame Bernier, notamment les entrepôts logistiques dernier kilomètre, on les prenne à bras le corps. Magali Vernier. Oui, je souscris tout à fait parce que effectivement, pour moi, le rôle de la métropole, c'est d'être un fédérateur, d'être un espèce de juge de paix d'une certaine façon, d'être aussi un garant de cette cohérence, et c'est particulièrement vrai en matière d'activité commerciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une inflation des surfaces commerciales de plus en plus, et pas sur une logique de commerce, sur une logique immobilière. On est vraiment sur une logique de construction des mètres carrés, de renchérissement des prix. Vous me disiez tout à l'heure 5 à 6%. Oui, il y a 5 à 6% de commerce en plus chaque année. D'ouverture de surfaces commerciales. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles surfaces commerciales chaque année. Or, il n'y a pas 5 à 6% de pouvoir d'achat supplémentaire ou de croissance, ce qui fait que forcément il y a un effet ciseau. Et les courbes de la vacance commerciale suivent exactement les courbes de l'ouverture des surfaces. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une organisation à mettre en place. Et je pense que le SCOT, c'est tout à fait le lieu pour mettre, par exemple, en place, alors, désolé du côté technique, mais donc le document d'aménagement d'urbanisme commercial, d'aménagement et d'artisanat commercial, parce que c'est ce qui permet de hiérarchiser les pôles, de savoir là où on va limiter l'extension, là où on va dire il y a encore une possibilité, où là on va aussi rénover, requalifier, parce que on va avoir bientôt, on avait des problèmes de vacances en centre-ville. Et bientôt, on va avoir aussi des problèmes de vacances. On a déjà des problèmes de vacances en centres commerciaux. On va avoir des problèmes de friches commerciales et de gens qui vont laisser finalement sur place vous voyez, toutes ces structures qui des vont commerces, rester... Pas des commerces, voilà, vous allez avoir des grandes surfaces, des grandes surfaces qui vont rester telles quelles, parce qu'il va y avoir un déplacement, parce que ça va rester à l'actif de l'entreprise, qu'elle n'aura pas envie de le démolir. Parce qu'il y en a trop. Parce qu'il y en a trop, parce qu'elle se sera déplacée, parce qu'il y aura autre chose, et parce que la logique n'est pas celle de l'organisation. Donc, je dirais, la métropole est vraiment le bon lieu
d'organisation, de hiérarchisation et de fédération finalement de ces enjeux. Michel Laurent, il y a besoin d'une métropole pour faire un peu le gendarme dans le commerce de la métropole. Alors, la métropole, c'est une agglomération de communes, c'est une agglomération de lieux où vous avez effectivement des choses qui se mettent en place. Et si on n'a pas une organisation, une synergie pour organiser tout ceci, c'est parfois compliqué. Ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que dans certains endroits, on voit l'industrie, parce que je suis une chef d'entreprise d'une société qui est dans le service, mais dans le service pour de l'industrie. Ce qu'on observe, c'est que c'est de plus en plus compliqué pour l'industrie de rester en proximité de Paris, de la métropole. Et on voit effectivement une fuite de personnes qui s'éloignent. Or, on le sait tous que l'industrie est énormément pourvoyeuse d'emplois et que si on voit ceci s'éloigner, ça va devenir compliqué pour avoir un bassin d'emploi équilibré. Mais sur le commerce, plus précisément. Alors, sur le commerce, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que le commerce, il a besoin d'être livré. Il a besoin de recevoir des flux. Donc, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir approcher à proximité des commerçants dans des zones de livraison relativement sécurisées, parce qu'on a porté un rapport sur la logistique en Île-de-France au niveau de la Chambre de commerce. Et on a relevé notamment un taux d'accidentologie des personnes qui s'occupaient de décharger les camions qui était juste énorme. Donc on a une vraie problématique d'apporter effectivement les marchandises au niveau des commerces. Et les commerces sont juste vitaux pour les personnes qui habitent au centre-ville. D'imaginer que les habitants des centres-villes doivent partir en banlieue pour aller faire approvisionner leur quantité de tous les jours est juste quelque chose qui nous semble aujourd'hui impensable. Donc on a besoin d'aider les commerces. On voit effectivement des commerces qui se divisent en termes de taille de surface, mais qui nécessitent des réapprovisionnements de plus en plus logiques, de plus en plus fréquents. Et la logique voudrait qu'on soit amené à revoir les places de stationnement pour les commerçants, d'amplifier les zones de livraison. Donc il y a des essais qui sont faits au niveau de certains commerces avec des ouvertures très tôt le matin, des zones un peu sécurisées, parce que la problématique pour les habitants, c'est de pouvoir dormir la nuit. On a tous besoin de se reposer, surtout quand il fait chaud, comme en ce moment. Donc d'imaginer des zones prévues, organisées, permettant la livraison dans des horaires décalés, le matin tôt, le soir tard, vont permettre de fluidifier la journée et de libérer la circulation des Parisiens. Voici un exemple. Vous vouliez ajouter quelque chose, Marc Courson? Oui, je voulais rajouter, moi je trouve que Alain Bernet tout à l'heure a pris un bon exemple, l'exemple du rez-de-chaussée. Je trouve que c'est important pour le commerce, parce que évidemment, comme on n'a pas d'obligation de faire des jardins partagés en pied d'immeuble ou de faire des petits jardinets privatifs, et ben les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les 5-6% de petits commerces qui vont jamais ouvrir, ou qui vont se revendre tous les 6 mois. Et donc là aussi, le SCOT va servir à ça, à faire des règles. Vous avez cette problématique-là à Gennevilliers, ça existe? On n'a pas cette problématique parce qu'on travaille, nous, en ce moment, les jardins partagés. Là, le prochain projet, il y aura dans Chantraine Sud qu'on va faire un nouveau quartier en face du parc des Chantraines. On travaille le rez-de-chaussée parce que le rez-de-chaussée est primordial. Les habitants veulent plus y habiter. Entre la peur de l'autre, qui est quand même réelle en région parisienne, alors que c'est pas vrai, on n'a pas à avoir peur de l'autre, mais c'est quand même quelque chose qui est bien rentré dans la tête des gens, la peur de l'autre. Si nous, on n'a pas des règles du SCOT qui imposent que le rez-de-chaussée, au lieu d'être une zone de commerce, il en faudra, mais il faut bien les travailler avec l'ensemble des gens qui travaillent sur le commerce, mais le reste du rez-de-chaussée, on met des habitations qui permettent à tout le monde de trouver un bien-être dans la ville, et les petits commerces, ils marcheront. Et ces problématiques de friche dont parlait Magali Vernier, vous, c'est des choses que vous voyez poindre à Gennevilliers? On a eu cette période, malheureusement, on n'a pas assez de petits commerces, nous, donc on travaille. Vous avez que des gros? On a une zone commerciale, mais le petit commerce de proximité, tous les gens vous le demandent. Tous les habitants du quartier le demandent. Mais une fois qu'ils existent, ils vont pas y faire les courses. Ils continuent à aller à Carrefour ou à aller dans la grande surface. Donc,
là aussi, il y a une bataille, il y a des choses à mener avec les gens, des débats comme ce soir pour dire si vous voulez un petit commerce de proximité, faut y aller. On en a ouvert un là dans le nouveau, dans l'écoquartier, des petits commerces, ils marchent tous très bien. Mais il faut juste faire le nombre qu'il faut. Tout le monde les demande, personne n'y faut pas va. que tous les rez-de-chaussée soient du commerce. Puisque si tous les rez-de-chaussée sont du commerce, alors si, on aura le vendeur de lunettes, le dentiste, s'il veut bien s'installer. Mais pour moi, c'est pas du commerce, ça. Enfin, ça sert énormément, puisque le désert médical, malheureusement, est grand. Mais c'est pas ce style de commerce dont Madame Vernet parlait. Donc, si on a des banques, et encore qui ferment maintenant toutes les banques, évidemment. Car mon pauvre ami, les banques qui se fermaient et ils ouvrent des cinémas Non, à la mais- place, c'est non, pas mais- malheureux. Voilà. Mais bon, en tous les cas, si on veut faire du petit commerce de qualité, il faut qu'on ait des règles métropolitaines qui nous permettent d'obliger les promoteurs, d'obliger les constructeurs de logements déjà à construire tous les logements qu'il faut en logements sociaux, parce que malheureusement, quand on dit qu'il ne faut pas être coercitif, il y a plein de villes qui sont hors la loi, on leur dit rien. Il faut qu'on construise partout des logements qui permettent à toute la population de rester dans la métropole et d'y vivre bien, et que sur les rez-de-chaussée, on ait des vraies règles qui permettent et aux petits commerçants de travailler et aux gens d'y vivre correctement. Bon, mais attendez, Marc Ourson, là, vous dites ça peut-être pour faire plaisir à Ivan Iskovic, mais le jour où vous aurez la métropole qui dira, attendez, votre PLUI, là, il est pas conforme, vous n'allez pas ouvrir ce tel type de commerce, etc., vous n'allez pas réagir en disant, bah, attendez, qu'ils se mêlent de leurs affaires, moi je suis d'ici, quoi. Non, mais ça se travaille avant. Attendez, évidemment que si on nous le dit aujourd'hui, on va avoir cette réponse. Puisqu'on n'a pas fini de travailler. Mais une fois que c'est fini de travailler, on sait que pour tant d'habitants, il y a tant de petits commerces. Et après, on travaille avec les gens qui sont spécialistes du commerce pour savoir quel type de commerce est le plus approprié dans cet endroit-là. Alors, Ivan Iskovic et puis Magali Vernier. En fait, on rentrera même pas dans ce débat. Pourquoi ? Même pas. Parce que il faut pas, et il y a, on l'a dit, je l'ai dit et je le dis souvent, c'est parce que ce sont les maires qui sont inquiets, ils disent mais le SCOT, ça va nous contraindre. Je leur dis oui, ça contraint un peu, mais beaucoup moins qu'un PLUI. Et le SCOT, il vous met en capacité d'interdire des choses, mais le SCOT, c'est pas l'alpha et l'oméga. Une fois que le SCOT aura établi un certain nombre de règles, ça sera au maire, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de rentrer dans le détail de ces règles beaucoup plus contraignantes sur le rez-de-chaussée, le commerce pied d'immeuble, etc. Oui, mais le SCOT ne descend pas dans ce niveau de détail parce qu'on considère que la loi d'ailleurs est très bien faite en ça, elle considère que ça, c'est les maires et les territoires qui vont devoir gérer ça. Et je dis ça parce que, et on en a un peu parlé tout à l'heure sur le bateau, l'axe Seine, globalement, qui est un axe aussi, un axe logistique, pas seulement, mais un axe logistique pour la métropole, c'est un des grands axes de la logistique et en plus c'est un axe naturel. Il a une particularité qui échappe un peu au SCOT et à la métropole, c'est qu'il a un problème de gouvernance. C'est pas un problème de gouvernance de fond, mais un problème de forme. C'est-à-dire qu'il est géré par plein de gens différents. Voilà, UAP de France, Port de Paris, quand les infrastructures portuaires, par les villes quand on se recule un peu de la bordure du fleuve. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui arrivent et qui font que, quand on établit un schéma de cohérence territoriale, la limite qu'on a, c'est que toutes les règles qu'on adapte, qu'on est en train d'adopter, puissent être applicables par tout le monde. Et c'est pour ça que c'est très important de travailler en partenariat, et même d'un point de vue légal, on est obligé, quand on fait un SCOT, de consulter un certain nombre de personnes, et notamment l'État, et Port de Paris, et UAP de France, pour leur dire voilà ce qu'on va faire. Et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui est important, Olivier de Lagarde, et qu'il faut, on le dit à chaque fois, mais on dit on s'en vante, mais oui on s'en vante, on va dire qu'on s'en vante. Lyon a mis 10 ans à faire un SCOT. Je vous ai pas posé la question. Non, mais j'étais déçu. Voilà. Pour 2,5 millions d'habitants. Parce que, attendez, on va la refaire. Normalement, je pose la question. Je dis, mais attendez, dites-moi, Ivan Iskovic, Lyon a mis 10 ans à faire un SCOT, vous mettez 2 ans, enfin, vous êtes pressé, vous avez la bougeotte. Ça, c'est une question, je m'y attendais pas. Voilà. Et en réalité, c'est la première fois depuis que l'aménagement du territoire, comme l'a dit tout à l'heure, n'est plus confié à l'État, mais aux élus locaux, qu'on crée un SCOT pour 7,5 millions d'habitants et pour la métropole capitale de la France. Donc, si on n'est pas capable de mettre autour de la table tous ces acteurs, et je regarde M. Danarajou parce que c'est vrai que l'État est un acteur important, et pour leur dire, ok, il y a des problèmes de gouvernance, mais à la limite, la gouvernance, c'est pas trop grave si on a des règles communes, je pense qu'on est sur une bonne piste de réflexion. Magali Vernier. Oui, ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'on voit bien qu'on part de... On a finalement prendre la hauteur
pour travailler finalement du plus haut, le plus bas et le contraire. C'est-à-dire que c'est un échange d'échelle et qui est tout aussi pertinent. Pour reprendre finalement ce que vous disiez, cette notion de pied d'immeuble, on voit qu'on passe du squat au pied d'immeuble, qui est quand même un grand écart. Cette notion de pied d'immeuble, elle peut effectivement se régler par des règles au niveau d'une commune, sous réserve que les élus aient une vision, qu'ils aient un projet. Et donc, ce que va insuffler le SCOT, c'est un projet global, mais après, ça ne dédouane pas chaque commune, chaque territoire, d'avoir sa propre vision. Et puisqu'on parle effectivement de centralité, moi je rends hommage ici à la MGP d'avoir organisé cet appel à projet Centre-Ville Vivant, parce que c'était quand même paradoxal. Vous avez peut-être vu que la notion de cœur de ville, elle anime les débats nationaux. Moi, je me suis élevée plusieurs fois dans un certain nombre d'instances sur le fait que toutes ces dispositions nationales, elles concernent uniquement la province et les villes moyennes, en laissant complètement de côté les métropoles, quelles qu'elles soient. Or, ça se pose aussi dans les Or, métropoles. dans toutes les métropoles et dans notre continuité urbaine qu'est la métropole, les gens ont les mêmes aspirations. Ils veulent les mêmes choses, ils veulent aussi une petite identité villageoise, leur cœur de ville, leur place, leurs services et des lieux de vie. Et donc ça, je dirais, c'est bien à la métropole de cette saisie du sujet. Je crois que beaucoup de maires ont répondu, ce qui montre la préoccupation importante. Voilà, il y a une 50aine de dossiers, de projets. Ça signifie effectivement qu'il y a tout ce travail de construction d'une identité. Alors comme vous le disiez, peut-être pas avec les mêmes occupations. Il faut essentiellement des lieux de vie, des endroits de rencontre, et évidemment pas la même enseigne banalisée qu'on va retrouver dans le centre commercial. Mais ça se construit. Chris Danaraggio. Oui, juste pour répondre aussi à votre question, comment maintenir des commerces de proximité? Là encore, en fait, ça passe par une logistique la plus efficace possible. Les habitants de la métropole ne peuvent pas juste vivre dans des logements et des jardins. Il faut organiser des zones de livraison, des zones d'échange, des zones de stockage pour alimenter ces commerces de la manière la plus compétitive possible par rapport justement aux GAFA que M. Iskovic exposait. Mais ce sont aussi vos clients, les GAFA, j'imagine. Ce sont aussi nos clients, mais on organise la logistique pour tout le monde. Et organiser la logistique, j'ai envie de dire, au plus près de ces zones de consommation, ça a un intérêt. Ça permet finalement à ces commerces de proximité d'avoir finalement la même compétitivité que celle de ces GAFA pour alimenter et pour répondre aux besoins du citoyen. Soit dit en passant, le petit commerce, c'est pas un emmerdement pour vous? Vous préférez pas travailler directement avec Amazon? C'est quand même plus simple, c'est des plus gros volumes. Tout s'organise, en fait. Le travail avec Amazon, on travaille avec Amazon en direct. Le travail pour les petits commerces, effectivement, on travaille avec une panel d'acteurs qui les alimente. Et toute cette logistique est finalement organisée avec différents acteurs. C'est sûr, c'est plus simple de travailler avec un acteur plutôt qu'une dizaine, mais au final, l'efficacité doit aussi être la même, quoi, en fait. Ça permet aussi d'avoir cette multitude d'acteurs dans le transport, permet aussi d'avoir de la souplesse et d'adapter finalement les moyens logistiques à la demande. Et aujourd'hui, l'enjeu dont vous parliez, c'est aujourd'hui d'adapter aussi l'offre fluviale à la logistique, à la distribution au cœur de Paris. On a déjà une expérience qui est assez réussie à Port de Paris. On arrive à alimenter l'ensemble des magasins Franprix de la. Ah bah oui, ça, ils font de la pub sur leur camion. Hein. J'en ai encore vu un. Ils font de la pub sur Ce leur camion. container a voyagé en péniche. Effectivement, c'est une expérience qui est très réussie, qui nous permet d'acheminer une centaine de conteneurs au pied de la capitale. Donc on arrive quand même à discuter avec des villes comme Paris pour consacrer des zones logistiques et pour pouvoir les alimenter, mais vraiment dans des zones qui sont forcément très très recherchées. Magali Vernier, je me retourne vers vous. Il y a une question qu'on se pose finalement en France depuis 50 ans. La question des grandes surfaces contre les petits commerçants. Est-ce que c'est une question également qui se pose dans la métropole? Ou est-ce que, compte tenu de la population, des 7 millions d'habitants, de la densité, est-ce que tout ça fait bon ménage? Je vous répondrai oui et non, bien sûr. C'est-à-dire que, évidemment, ça se pose comme partout, parce qu'il y a une concurrence, comme je vous le disais, encore une fois, le portefeuille du consommateur, francilien ou pas, métropolitain ou pas, n'est pas extensible. Et donc, il y a un moment donné où il y a cette question d'organisation. Pour autant, c'est pas forcément la même chose, c'est pas le même type de commerce qu'on va installer, c'est pas le même type de lieu, c'est pas le même type d'activité. Et il y a aussi tout ce travail qui est assez intéressant de complémentarité. Et ça, quelques villes ont commencé à le faire.
et avec aussi une évolution de ces centres commerciaux qui sont plus ceux d'hier et qui évoluent vers des notions de loisirs, de culture, enfin on voit arriver autre chose et finalement c'est plus seulement des zones de distribution ou des zones de commerce, mais ça devient des zones de loisirs du samedi ou avec une offre différente. J'en connais. Et vous pensez à quoi là? Tous, ils sont tous en train de se Non, poser mais la question je sais pas, je pense par exemple, pour donner un exemple Alors un peu là, curieux. là, il se passe un truc formidable, vous voyez. Oui. C'est que la tablette se met à sonner. Alors vous voyez, ça c'est, je veux dire, c'est un truc épatant, et donc on ne l'arrête pas. Comment vous faites là? Vous faites comme ça, d'accord, voilà. C'est la 9e, vous voyez, et ils arrivent toujours à trouver des choses un petit peu pour créer une forme d'animation. Donc voilà. Donc je signale quand même à notre community manager que quelqu'un cherchait à le joindre, et j'espère que c'est pas trop urgent. Donc je donnais un exemple, on voit Citrus, qui était un acteur qui est Imochamp, qui est en train de se transformer en promoteur immobilier, et donc de changer de métier, et de développer de la restauration, développer du logement. C'est eux qui sont en train de refaire, par exemple, dans toutes les gares, ils ont repris la gare du Nord avec ce projet énorme, qui va être finalement un lieu de vie, de restauration, d'hôtel, donc d'opérateurs de centres commerciaux, on voit arriver à opérateurs de construction de quartiers de vie. On voit par exemple aussi la Société du Grand Paris avec ses gares, qui est en train de transformer les gares en hub de commerce, avec toute la question de l'équilibre entre ces nouveaux hubs et les centres-villes. Parce que comme par hasard, ça situe évidemment entre deux centres-villes pour avoir le moins de gares possible. Du coup, ça fragilise les centres-villes de plusieurs villes. Donc il y a vraiment un travail... Oui, ça devient des centres commerciaux, hein, les gars. Hein. Oui, et pourquoi à pas... la japonaise, Yvon Iskovitch. Pourquoi pas, mais Comme avec des au loyers Japon, si vous allez au Japon, vous avec des verrez loyers un que peu toutes les élevés gares qui font que tout le monde peut sont pas y des aller centres non plus, commerciaux. Là, il se fout de moi, parce que parce que à chaque fois il dit mais vous citez beaucoup le Japon, pourquoi? Enfin, voilà. Des compétences que j'ai pas en Japon, je sais pas. Non, Olivier de Lagarde a juste participé à l'élaboration du SCOT de Tokyo, mais nous le dit Voilà, c'est ça. Arigato gozaimasu. Chris Danaraju. Je voulais juste rajouter, effectivement, il ne faut pas opposer les grands groupes et les petits commerces, hein, parce que finalement l'innovation elle est dans les deux. Les grands groupes ont parfois plus de mal évidemment, à bouger. vous faites du business avec tout le monde, donc vous opposez personne, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est aussi ça l'enjeu, hein, d'innover dans la distribution. Et les petits commerces sont plus souples pour utiliser toutes les technologies possibles et imaginables, hein, du camion électrique, du camion au GNV, de la voie fluviale, du ferroviaire. C'est tout ce panel de solutions qu'il faut aujourd'hui étudier. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui de rénover la logistique, de trouver les moyens les plus adaptés, et chaque groupe aura forcément ses moyens les plus appropriés. Michel Laurent. Pour compléter sur l'alimentation, effectivement, de tous ces véhicules qui apportent les biens, que ce soit de consommation ou de services auprès de tous nos habitants, on a effectivement aujourd'hui une problématique qui est l'hydrogène, l'électricité. On voit aujourd'hui, par période de forte chaleur, des contraintes qui sont mises, qui posent quand même de réels problèmes sur des commerçants, sur des logisticiens qui n'ont pas forcément les véhicules adaptés à cette évolution. Et donc se pose la question, comment demain tout ceci va évoluer avec un nombre de stations en GNV qui est nettement insuffisant pour faire face aux besoins. Parce que si on prend sur le territoire où nous sommes, de tête, il y en a seulement 2. Il en faudrait beaucoup plus pour pouvoir approvisionner tous les camions, et vous êtes bien au courant de ce phénomène. Aujourd'hui, dans Paris, effectivement, il y a des bornes électriques, mais il n'y en a plus beaucoup. Il y a eu une évolution qui est en train de se mettre en place. Donc il y a un vrai sujet d'apporter l'énergie pour faire circuler les biens, pour les apporter le plus près possible des consommateurs qui ne sont pas prêts aujourd'hui à prendre leur véhicule pour partir en banlieue faire leurs courses. Donc on se pose aussi une problématique de l'apport de l'énergie. Alors, il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais j'avais envie d'en parler. On parle du commerce, on parle des services, on parle de la logistique. Quid de l'industrie? Attendez. Parce qu'on va y venir, l'industrie. Parce que moi, l'industrie, j'aime bien l'industrie, si vous voulez. C'est le truc, là, qui sent pas bon et qui salit les mains. Moi, c'est mon truc. Mais on va y venir. Mais Chris Danaraju, ces problématiques environnementales, c'est quelque chose qui vous préoccupe ici ou... Oui, bien entendu, c'est des problématiques qui nous préoccupent. Hein. Non, mais alors, attendez, parce qu'évidemment, j'ai mal posé ma question. Parce qu'aujourd'hui, vous posez la question à un directeur de quoi que ce soit, est-ce que les problématiques environnementales, ça vous intéresse? Qui dit forcément oui, c'est super. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça, concrètement,
On s'est engagé dans une démarche volontaire. La plateforme de Gennevilliers est certifiée ISO 14001. Donc, c'était pas une obligation. Nous nous sommes lancés. Ça veut dire quoi être certifié ISO 14001 que vous refusez de livrer des gens qui arrivent en camion diesel? Ça veut dire qu'on a un certain nombre de critères de qualité qu'on doit respecter sur une plateforme qui est quelque part un patrimoine de l'État et qui est donc une plateforme qui se doit d'être exemplaire en termes de report modal, en termes de gestion environnementale, en termes d'insertion aussi dans la ville. Donc c'est tous ces critères-là qui font que finalement on est une plateforme qui est la mieux intégrée possible au cœur de la métropole. Ça, c'est la première chose. En termes environnementaux, après, comme l'a dit aussi Monsieur Laurent, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'essayer d'anticiper les technologies environnementales, de donner aux entreprises les moyens de cette transition écologique que tout le monde attend, quoi. Alors, bien sûr, cette transition écologique sur un port, c'est le report sur le fluvial. Donc, naturellement, on y travaille avec l'ensemble des opérateurs pour pouvoir faciliter cette... Parce qu'ils polluent pas du tout, vos bateaux? Les bateaux ont aussi, effectivement, aujourd'hui... J'ai pas vu beaucoup de voiliers, hein, pardon. Hein. On peut pas encore livrer avec des voiliers dans Paris. Ça prendra encore beaucoup de temps. Et dans une dynamique où le consommateur est assez pressé, je suis pas sûr qu'il puisse attendre d'être livré par voilier, mais demain il sera aussi livré par drone peut-être aussi. C'est ce qu'on dit. Tenez, il y a une question pour vous là qui arrive. Il y a peut-être des questions dans la salle aussi. Il faut vous manifester, hein, vous agitez, vous levez la main, on vous donne un micro. Pendant que vous réfléchissez, je pose la question à Monsieur Danaraggio. Aujourd'hui, lieux de production et lieux de consommation sont totalement déconnectés, ce qui génère énormément de transport et de pollution. Vous voyez, comment permettre aux usines et aux artisans de rester ou revenir au cœur de ville? Magali Vernier, parce que va venir à votre secours, vous voyez, parce que Magali Vernier, elle a la solution. Alors, on a aussi d'autres solutions. C'est d'essayer d'avoir un panel de zones logistiques possibles, hein, en fait, hein, pour pouvoir les interconnecter. Alors ici, effectivement, vous êtes sur une plateforme très très étendue, hein, sur 400 hectares, mais Port de Paris, comme l'a rappelé Monsieur Ourson, on a aussi un certain nombre de ports qu'on dit des ports urbains, donc on est capable finalement d'insérer des mini-plateformes logistiques sur 1 ou 2 hectares, au plus près finalement des zones de consommation. Et c'est vrai que la Seine donne une chance formidable en Ile-de-France, puisqu'elle quadrille finalement l'ensemble du territoire. Et donc tout au long de la Seine, on a réussi à implanter des mini-implantations, des ports urbains pour répondre au plus près à la demande, quoi, en fait. Donc il n'y a pas que des plateformes logistiques de plus d'une centaine d'hectares. Magali Vernier. Je dirais là, pour compléter encore une fois, l'idée c'est qu'effectivement, s'il faut rapprocher je dirais le travail, le commerce, l'habitat, c'est toujours cette solution, ce sujet-là. Il y a aussi tout ce développement en ce moment des lieux de travail. Et je ne parle pas du télétravail, mais des systèmes de coworking, des tiers-lieux, des systèmes des hôtels artisanaux de fabrication. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit arriver finalement toute une série, une myriade de micro-projets avec tout un ensemble de locaux de production. C'est souvent le tertiaire, hein, faut pas se le cacher, c'est pas l'industrie lourde. Mais il se trouve que sur la métropole, on a quand même beaucoup d'actifs dans le tertiaire, que ces gens-là sont ceux qui se déplacent le plus pour effectivement traverser l'Île-de-France, parce que souvent on n'habite pas là où on travaille et réciproquement. Donc c'est important aussi de mailler les villes, les centres-villes, les zones logistiques avec des bureaux, mais pas seulement des bureaux, des choses un peu innovantes. Moi, je pense que la métropole pourrait aussi, je sais qu'elle y songe, voir comment favoriser tous les lieux de production innovants, et notamment les lieux artisanaux, les tiers-lieux, les coworking. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Ça peut être du pied d'immeuble, ça peut être aussi de la reconversion. À Paris, par exemple, il y a le viaduc des Arts, qui était l'ancienne ligne de petite ceinture, où en fait on a transformé les arches du viaduc en locaux, en comblant ça, en créant des mezzanines, et c'est devenu des lieux... Entre la Bastille et le... Voilà, aujourd'hui, c'est le premier lieu parisien de production des métiers d'art, alors qu'au départ, c'était juste une ligne de chemin de fer, et c'est finalement, on a créé une entité, une identité, et fait venir des gens des métiers d'art qu'on a installés, accompagnés... Alors, la Ville de Paris et la CMAS, il y a aussi plein d'autres projets comme ça, plein d'autres lieux, notamment pour la reconversion des lieux industriels un peu atypiques. Et ça, c'est une voie intéressante aussi. Michel Laurent. Alors oui, on assiste sur la métropole, mais pas que sur la métropole, une certaine fuite des industries. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est des zones qui ne sont pas forcément préservées. Donc, nous, on a noté, il y a eu un rapport qui a été fait par la Chambre de commerce, on a noté qu'on perdait
30 hectares de mètres carrés fonciers pour le secteur industriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un secteur qui emploie énormément de main-d'œuvre. L'industrie emploie énormément de main-d'œuvre. Et donc, les chefs d'entreprise étant contraints de partir à l'extérieur, si on ne leur préserve pas du foncier, ils vont s'éloigner de la métropole. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir construire plutôt des logements, plutôt du service, plutôt du commerce. Et si on ne préserve pas des zones, on a identifié qu'il fallait 230, 240 à préserver tous les ans parce qu'on a un vrai déficit sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à faire. Si on arrive à préserver, on va maintenir l'emploi. Si on maintient l'emploi, on maintient de la dynamique et on est dans un cercle vertueux. Donc pour moi, il faut être vigilant sur ce point. Il y a du commerce, il y a du service. Préservons l'industrie pour demain, pour nos emplois, pour tous les franciliens, pour tous les métropolitains qui habitent aujourd'hui autour de nous. Bon, vous voyez que j'ai pas pu retenir Michel Laurent plus longtemps. Il avait vraiment envie de parler d'industrie. Il parle d'industrie, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je voulais évidemment qu'on vienne. Tout est parti de la logistique finalement. C'est normal, on est sur le port de Gennevilliers, la logistique qui abreuve les commerces. C'est pour ça qu'on a évoqué les commerces. Et puis on parle de la métropole productive et marchande. Parlons de ce qui existe de moins en moins effectivement sur le sol métropolitain. Cette industrie, on a l'impression qu'il n'y a plus la place que pour les services et puis pour les artisans chers à Magali Vernier qui réparent les violons sous les arches j'entends bien, je vous cherche un peu, voilà. Ivan Iskovic, l'industrie n'a plus sa place dans la métropole? Alors déjà, il faut savoir ce qu'on met derrière le mot industrie. Je vous voyais tout à l'heure, Olivier de Lagarde, parler d'industrie. Oui, l'industrie lourde, les fonderies, le haut fourneau, d'Ukraine, vous voyez, avec des trucs, où on fait des enclumes. Voilà. Alors, le haut fourneau en plein centre-ville, le maire du maire Gennevilliers est là. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines limites. Et qu'aujourd'hui, tout comme un certain nombre de choses ont muté, comme la logistique est en train de muter, comme les services sont en train de muter, comme le commerce de proximité est en train de muter, et ben l'industrie, elle a muté. C'est plus une industrie lourde, c'est de moins en moins. On est sur des unités de production qui sont plus les mêmes, avec des façons de produire qui sont plus les mêmes, notamment en termes de nuisances. Donc oui, on pourrait retrouver l'industrie en ville. Mais je voudrais vous dire que je suis pas forcément d'accord avec votre analyse tout à l'heure sur pourquoi les industries quittent les centres-villes, en tout cas quittent les zones denses. Si j'en crois les exemples que je connais d'industries qui quittent les zones denses, c'est parce qu'il y a une pression sur le foncier. La plupart du temps. Pourquoi? Parce que tous les grands ensembles immobiliers, que ce soit l'immobilier de logement ou l'immobilier de bureau, le tertiaire, c'est pas de l'industrie, aujourd'hui dans la métropole, la plupart du temps, quand on parle de grands ensembles, je ne parle pas d'objets immobiliers, sont construits via notamment des zones d'aménagement concerté, sur des anciennes friches industrielles. Et vous pouvez en citer même dans Paris, pour ceux qui connaissent bien les grands projets qui ont été faits ces dernières années. Ce qui montre bien, et encore une fois, il y a une deuxième idée à laquelle il faut tordre le cou, c'est celle du maire ou de l'élu qui est dans son bureau et qui dit là, qu'est-ce qu'on va faire venir, mais le maire, c'est pas le promoteur, c'est pas l'aménageur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la pression foncière fait que le marché réagit et fait venir un certain nombre d'interlocuteurs qui, parce qu'ils y ont vu une source de profit, du fait du foncier qui se raréfie, qui devient cher, et d'un foncier qui se libère facilement, puisqu'on a une grande industrie, c'est très facile à faire des grands projets sur des grandes parcelles, notamment, et qui mettent une pression foncière sur ces industries qui restaient en cœur de ville dense, en ville dense, en zone dense, et qui ensuite s'en vont. Donc pour moi, c'est pas forcément une décision des élus de faire partir, c'est une décision, peut-être un manque de coordination et de volonté des élus de trouver les règles pour éviter ce renchérissement foncier. Et c'est là qu'on vient sur le SCOT. Ah, eh oui, évidemment. Tous les chemins mènent au SCOT. Non, qu'on vient sur le SCOT, qu'on vient sur les PLUI. Tous les chemins mènent au SCOT. Je note cette formule qui pour la répéter. Celle-là, elle va bien nous occuper à la 11e réunion publique. Et en réalité, c'est la règle plus que le SCOT qui est important. C'est-à-dire que si les élus ne sont pas capables de se doter de règles par le SCOT, puis ensuite par les PLUI, qui vont empêcher la pression foncière et dire sur ces tissus-là, ok, on peut faire muter ces tissus-là, mais il faut garder une diversité des fonctions. Ça, c'est un de mes dadas. Et dans le SCOT, il y a un certain nombre d'élus
je pense, partagent cette vision et ça figure déjà dans les documents qu'on prévoit de soumettre à concertation et qu'on prévoit de faire adopter, c'est cette idée de diversité des fonctions. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a du logement, c'est pas parce qu'il y a du tertiaire qu'il peut pas y avoir d'industrie. Et il peut y avoir une pression foncière, mais si la règle dit qu'à cet endroit-là, on ne pourra pas faire autre chose, bizarrement, la pression foncière ne sera pas la même. Donc, c'est pas un désaccord que j'ai de fond, c'est plutôt sur la forme et sur les causes de cette industrie qui a quitté un peu les zones denses. Marc Courson, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, hein, Marc Courson. J'ai lu par-dessus votre épaule. Marc Courson a écrit ZAD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'industrie, c'est des zones à défendre dans la métropole? Non, c'était une zone d'aménagement différée. Ah, Quand on a su qu'elle allait avoir les gares du Grand Paris, évidemment, pour maîtriser le foncier, comme mon collègue vient de vous le dire, on a créé une ZAD. Vous êtes donc un zadiste d'un autre style. Voilà. Qui nous permet quand même de maîtriser le foncier et donc d'empêcher la spéculation par les promoteurs privés. Évidemment, à Gennevilliers, là, si on a le port, comme disait monsieur le directeur, 400 hectares. On a 400 hectares, c'est l'habitation, 400 hectares, c'est l'industrie. Donc on a fait une ZAD. Il n'y aura pas de logement sur cette ZAD, sur cette zone des 400 hectares. On garde l'industrie. Et pour vous faire plaisir, on a quand même les fonderies de Safran là juste à côté. Ah merci. Donc qui existent encore. Et on a Aubert et Duval qui a encore ses fours qui fonctionnent pour faire l'industrie de l'aviation. Donc, on en a encore à Gennevilliers. Et moi, je suis complètement d'accord. Moi, je vais venir m'installer à Gennevilliers. Je suis complètement d'accord avec mon collègue. Franchement, c'est une volonté politique. Et donc, le SCOT peut aider, évidemment. Parce que si on décide que toutes ces zones où il y a l'industrie, d'ailleurs, nous, on est zone de l'industrie, une ville zone d'industrie, mais il faut le garder. Parce que sinon, les employés, ils vont aller ailleurs, évidemment. Le gars qui a la grosse entreprise, bon, il dégraisse un peu d'employés, ils sont fous, il vend un promoteur privé, là, et puis il part en retraite. Hein. Donc, c'est le rôle aussi des élus de proximité, avec des règles qu'on fera en commun, mais c'est aussi les élus de proximité qui doivent décider que cette zone-là, reste zone d'industrie. J'ai pas oublié qu'il y a une question dans la salle, mais on va y venir parce qu'on termine sur cette idée de l'industrie. Juste pour compléter, crise à la radio. Marc Courson, vous avez une illustration d'une industrie juste en face, qui sont les grands moulins de Paris, qui sont implantés sur le port de Gennevilliers, qui emploient plus d'une centaine de personnes. Donc effectivement, vous avez des moulins, j'ai envie de dire nouvelle génération, mais maintenant qui oui, c'est pas assez salissant, ça, si vous voulez. C'est plus moderne, c'est plus productif, et c'est intégré dans le tissu urbain. Michel. Prenez un micro si vous voulez vous exprimer. Si vous voulez visiter Safran, l'usine Safran, il y a encore les forges, et là, ils sont en bloc de travail. Hein. Michel Laurent, moi je me souviens de ce que disait Serge Tchuruc il y a une vingtaine d'années quand il avait prédit la France sans usine. C'était une sorte de rêve, ne parlant finalement que d'une France où il n'y aurait plus que des services, notamment parce que, disait-il, les services, c'est là où il y a des gains des gains de productivité à faire, de l'argent à gagner. Est-ce que finalement, Serge Tchuruc en a rêvé et l'Île-de-France, d'une manière générale, où la métropole l'a fait, se remplacer toutes ces usines? Si demain on remplaçait toutes les usines, je pense qu'on aurait un problème d'emploi encore plus crucial qu'on ne l'a aujourd'hui, parce qu'on sait tous que l'industrie est un très gros pourvoyeur d'emplois. Même avec les robots, même avec les robots ne font pas tout. Et quand vous avez des robots, c'est-à-dire que vous avez derrière des hommes qui ont étudié ces robots, qui ont construit les robots. D'accord. Donc effectivement, vous pouvez imaginer que tout ceci est fabriqué très loin de la France, mais c'est fort dommage. Donc si on arrive à continuer à les faire étudier, on a des bureaux d'études remarquables par rapport à des industries en Île-de-France. Si on continue à garder cette valeur de bureaux d'études, cette valeur de laboratoire de recherche et développement qui tourne autour pour ajouter la valeur ajoutée dans nos industries. Et ensuite, des zones d'industrie, on voit dans le Val-de-Marne, on a de très belles industries, type, je pense à Septodon, qui fabrique notamment tout ce qui est produit anesthésiant pour les dentistes, on les connaît pas. Ils font plus de la moitié au niveau mondial de tous les produits anesthésiants. Ils sont aujourd'hui du côté de Saint-Maur. On est quand même proche du cœur de la ville.
Or, pourtant, on arrive, en travaillant entre les élus, les industriels, à trouver des aménagements. Les chefs d'entreprise vont aménager aussi leur site industriel, parce qu'effectivement, il y a des contraintes quand vous avez un environnement autour de vous, des contraintes de bruit, des contraintes éventuellement de pollution suivant les produits que vous faites. Mais on arrive à trouver des solutions. C'est pas simple, et c'est vrai qu'il y a une vraie pression financière. Aujourd'hui, le foncier est beaucoup plus rentable pour du logement et beaucoup plus rentable pour des bureaux que pour de l'industrie. Donc s'il n'y a pas une volonté politique, je parle au niveau de la région, de la métropole et des différentes villes, de préserver ces territoires, on va avoir un déséquilibre parce que l'industrie est fournisseur d'emplois pour les gens qui viennent travailler dans l'usine, mais pour les services qui tournent autour, pour le commerce qui tourne autour. Et si tous ces gens-là s'en vont, on voit un déséquilibre s'installer. Donc oui, si j'ai un message à faire passer ce soir, gardons sur nos territoires, préservons. Alors j'ai un bel exemple à vous citer, c'est le PT12 qui a signé, donc le PT12 c'est le Grand Orly Seine-Bièvre, qui a signé un manifeste pour un territoire industriel et productif. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés à dire on veut volontairement faire une politique dans le but de garder des entreprises sur nos territoires. Donc c'est une pratique exemplaire et j'ai envie de vous dire, voilà un exemple qui est fait, qui est co-construit avec des entreprises, avec des politiques, et c'est une façon de préserver de l'emploi pour demain. Je vois une réaction à droite. Je ne peux pas m'empêcher de réagir, parce que il faut aussi avoir un peu parfois de franchise. Vous savez, je vais vous dire, monsieur, que les élus de ce territoire, notamment les maires de ce territoire, en grande majorité, ont demandé au président de la métropole de bien vouloir reporter les travaux du SCOT et l'adoption du SCOT au calendrier grec. Pour vous dire que, justement, je suis très content de vous entendre dire ça. Ça veut bien dire qu'il y a forcément une contradiction entre la volonté politique de fond et parfois certaines contingences un tout petit peu hors débat. Et je suis content d'entendre ce soir qu'on a besoin du SCOT, que vous, les professionnels, les experts, vous dites qu'on a besoin du SCOT, en tout cas de règles communes, de règles de cohérence. Et je suis content d'entendre dire que certains élus, finalement, le reconnaissent devant vous, mais pas à la métropole. Monsieur, vous avez une question, vous êtes bien patient et on vous remercie. Est-ce que vous avez un micro? Alors regardez, ne bougez pas, il arrive derrière vous. Merci beaucoup. Je reste sur ce débat avec l'industrie et avec l'importance du SCOT. Simplement pour dire, c'est plutôt une information qu'une question. Mais vous pouvez nous informer. D'abord, c'est très important de constater que l'industrie de demain n'est pas celle d'hier et que 30% des emplois industriels de demain sont sur des métiers qui n'existent pas encore, d'ici 2030 simplement. Donc il y a une création sans arrêt de nouvelles formes d'industrie dont on ne sait plus très bien si c'est de l'industrie, des services, et c'est tout à la fois. On a regardé par exemple que dans la livraison de systèmes embarqués pour des véhicules, il y avait de l'industrie, il y avait de l'artisanat et il y avait du service. Donc ce sont des systèmes aujourd'hui de capacité qui sont d'une autre nature. Le public, puisque vous êtes chargé souvent de l'informer, a des idées reçues sur ça. On parle d'industrie, on voit tout de suite des cheminées d'usines, des raffineries. Aujourd'hui, tous les nouveaux entrepreneurs qui sont sur ces créneaux sont aujourd'hui, on leur demande, on les met en cause un peu. Et ils ne sont pas très aidés, y compris évidemment par certains élus, il faut le dire. Alors, comme information, je dis simplement que le Conseil de développement de la métropole, qui est l'instance qui donne des avis ou qui fait des propositions à la métropole, va, d'ici la fin de l'année, livrer ses recommandations pour un plan d'action sur le sujet. Et ceci a été fait en écoutant ce qui se fait dans des territoires, en regardant les blocages et en regardant les transferts d'entreprises à l'intérieur de la métropole et à l'intérieur
de l'Île-de-France, en écoutant effectivement un certain nombre d'acteurs et même en écoutant ce qui se fait dans d'autres métropoles européennes. D'où il apparaît d'ailleurs que nous sommes très en retard sur ces mouvements. Et effectivement, instinctivement, quand on parle de locaux d'activité, on voit soit de grandes zones d'activité, soit on parle commerce. Tout à l'heure, quand on parlait rez-de-chaussée, on a parlé instinctivement commerce. Non, aujourd'hui, un certain nombre de locaux qui seront peut-être de locaux de rez-de-chaussée d'immeubles seront, comme ça a été dit d'ailleurs très justement tout à l'heure, sans doute des nouvelles formes d'artisanat, des nouvelles formes d'industrie, etc. Et c'est ce mouvement qui doit absolument être pris en compte par les règlements d'urbanisme, parce que tous les promoteurs qui veulent faire des innovations et avec qui nous avons discuté nous disent « nous avons eu des obstacles réglementaires là-dessus » dans les PLU, dans les plans locaux d'urbanisme ou ailleurs. Et donc, le rôle du SCOT par rapport aux différents PLU en la matière est tout à fait critique. Il y aura... Oui, non, mais attendez, vous avez terminé. J'ai terminé. Eh ben, c'est formidable. Merci, monsieur Yvan Iskovitch. Finalement, avec Michel Laurent, ce monsieur dit la même chose. On parle d'équilibre, on parle d'une métropole où il y a besoin, bien sûr, de services, où il y a besoin de logistique, où il y a besoin de commerce et où il y aurait besoin d'artisanat et d'industrie. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la métropole, c'est-à-dire les élus, l'instance politique qui est la métropole, elle décide de rien pour la société civile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour dire il y a qu'un faucon. Une industrie, un type d'artisanat qui veut s'installer, un type de commerce de pied d'immeuble, il y a quand même une grande place, notamment dans la métropole, mais en France, pour l'initiative individuelle. Et moi, je ne voudrais pas qu'on caricature le débat, souvent en disant, voilà, tout vient d'en haut et c'est à la métropole qu'on va sur un petit bouton dire, là, on va mettre un peu de commerce, on va mettre un petit peu d'industrie nouvelle. Bah, vous jouez à SimCity, là, voilà. de toute façon, avec Patrick Ollier, paf. Olivier Lagarde, vous le dites en rigolant, on a trop souvent l'impression, quand on entend parfois les citoyens parler, qu'on joue à SimCity. En réalité, on ne joue pas à SimCity. Nous, on prend des décisions, on établit un cadre favorable, des règles notamment, on subventionne, on a des politiques publiques, vous avez parlé de centre-ville vivant tout à l'heure, et ensuite, à l'initiative individuelle, aux entreprises qui sont représentées, aux autorités d'État aussi, qui sont aussi des autorités de régulation, ici comme au port de Paris, aux autorités un peu consulaires et aux chambres professionnelles, aux sociétés d'économie mixte de travailler, d'en s'engager dans un certain nombre de travaux de politique publique et puis d'y répondre. Mais on ne va pas tout faire. La métropole ne fait pas tout à la place des citoyens, et en tout cas, ce n'est pas la conception que nous avons de tout ça. Et je voudrais quand même revenir sur un point tout à l'heure qui a été évoqué. Le rôle de l'État est très important dans ce domaine du commerce, de l'industrie, parce que un certain nombre de politiques industrielles, politiques de développement de l'artisanat sont des politiques d'État. Parce que vous n'êtes pas en train de leur refiler la patate chaude. Non, là. pas du tout. Mais je suis en train, au contraire, de saluer ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les centres-villes, au sens où l'État a pensé à tous les centres-villes de France, sauf à ceux de la métropole. C'est quand même très étonnant. Et c'est encore plus étonnant que l'État ne le reconnaisse pas, parce que dans le cadre du grand débat national, le président de la République est venu parler au maire de la métropole, et leur a dit, mais je comprends pas, vous n'avez pas utilisé le dispositif de la Caisse des dépôts. Bah oui, monsieur le Président, ça n'était pas pour les maires de la métropole. Donc heureusement, finalement, la métropole est là pour substituer parfois à l'État. Et c'est pour ça que je voulais dire C'était pas pour les maires de la métropole. Non. Et droit dans les yeux, il s'est vraiment étonné de l'absence de candidature. Bon, ça vous montre, Olivier de Lagarde, que l'État parfois est un peu loin de cette problématique-là, et que c'est bien que ce soit les élus locaux qui prennent en charge ce type de problématique. Michel Laurent, vous avez entendu ce que vient de dire Yvan Iskovitch, hein, vous attendez tout de la métropole, pouvoir public, aidez-vous vous-même, quoi, bon sang de bois. On travaille énormément avec la métropole, et si je suis là ce soir, c'est effectivement pour faire porter la parole. Les chambres de commerce sont quoi? Ce sont des instances consulaires qui représentent donc l'industrie, j'en ai parlé, mais aussi les services, les commerçants, et on travaille énormément avec les chambres des métiers pour justement faire porter la parole de ces personnes qui nous élisent
aussi, parce qu'on est aussi en tant qu'élu des chambres de commerce, des chambres de métiers élus, et pour faire passer le message qu'effectivement il y a une synergie à trouver. L'industrie aujourd'hui est un métier qui a tendance, si on ne lui réserve pas des havres de paix, des zones avec une emprise politique délibérée, parce que la pression économique est telle que, économiquement, vous allez avoir tendance, si on laisse ouvert les vannes, on va avoir tendance à voir des promoteurs immobiliers s'installer. Donc si on n'a pas, à un moment donné, un encadrement pour laisser des industries, alors différents types d'industries, j'ai entendu parler effectivement des industries numériques, on voit des industries qui évoluent et c'est très bien. Une industrie n'est pas forcément polluante, mais si on ne leur préserve pas ceci, les industries vont s'éloigner, vont générer des flux logistiques parce qu'effectivement les salariés vont devoir passer des heures pour circuler, pour aller dans ces industries, puisque les industries sont énormément pourvoyeurs d'emplois. Ça, vous l'aurez dit, hein. C'est important. Ah ouais, non, mais enfin, alors là, c'est important. Le message de Michel Laurent, les industries sont pourvoyeuses d'emplois. Alors j'avais entendu, je ne sais pas d'où ça sort, un chiffre. Une industrie, c'est 3 emplois. Le service pour l'industrie, c'est 2. Et derrière, vous avez un commerçant. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose que j'ai entendu régulièrement sur l'importance. Tous les objets qu'on a sont fabriqués. Soit on arrive à préserver la fabrication. Mais on peut tout fabriquer dans la métropole, à votre avis? Enfin, c'est souhaitable de tout fabriquer, d'ailleurs? Non, et je pense que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir fournir aux habitants de la métropole ce dont ils ont besoin, sans générer des flux logistiques. On a les ports qui sont aujourd'hui sous-utilisés, mais on a aujourd'hui beaucoup trop de camions et un jour pollué comme aujourd'hui, on voit bien la problématique d'approvisionner les centres-villes. Donc si on est obligé de tout apporter dans les centres-villes, et on voit le développement du e-commerce qui a un impact énorme sur nos cœurs de ville, mais aussi sur tous les habitants. Donc si on ne préserve pas des zones pour protéger ceci, on va avoir effectivement une problématique d'emploi qui va s'amplifier. Yvan Leskovitch, j'ai une question pour vous là qui arrive via le fil Twitter Scott MGP. Dans la rivalité et la concurrence entre centres-villes et centres commerciaux, quelle politique prévoit le Scott? Si tant est que le Scott prévoit une politique en la matière. 2 réponses. La première, c'est un peu comme le millefeuille, ça. C'est un peu, pardon? Vous l'avez pas placé aussi. C'est un peu comme le millefeuille, ça. Ah. La concurrence centre-ville. Ah oui, c'est alors là, il y a un autre, il faut expliquer parce qu'ils n'étaient pas là la dernière. Donc il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer, qui est un mot tabou dans les réunions du Grand Paris, c'est le mot millefeuille administratif. Parce que là, Yvan Leskovitch, qui est un type charmant, se transforme en bête sanguinaire et donc il devient fou furieux. Donc, s'il vous plaît, ne posez pas de questions sur le millefeuille administratif. C'est un peu pareil avec la concurrence entre les centres-villes et les centres commerciaux. Je veux dire un truc, c'est l'Arlésienne. On parle de cette concurrence soit pour justifier que son centre-ville est crevé, en général, soit pour justifier d'un grand projet de centre commercial dans sa ville. Et moi, je peux en parler d'autant plus simplement que je suis élu d'une ville qui a le plus grand centre commercial de la métropole, voire de la région, 20 millions de visiteurs annuels, et un centre-ville qui, et je vous y invite, si vous voulez le vérifier, est tout à fait dynamique avec du commerce de bouche et du commerce de proximité. Donc, ça veut dire, cette ville a plein d'autres exemples dans la métropole de villes, et d'ailleurs on le voit à Paris, les grands centres commerciaux parisiens, les ensembles commerciaux parisiens, les grandes enseignes parisiennes ne gênent pas le petit commerce de pieds d'immeuble. Donc, cette concurrence, pour moi, elle n'existe pas, elle se gère, c'est-à-dire que on a des publics différents, des habitudes de consommation différentes et des destinations différentes. Aujourd'hui, le centre commercial est devenu une activité destination. On ne va plus, d'ailleurs, les gestionnaires de centres commerciaux, on leur parle, de centres commerciaux, on leur parle tous les jours, ils nous disent, aujourd'hui, on vient pour se promener dans un centre commercial. Et donc, on n'a pas la même destination du tout qu'on avait avant, où on était plus sur une fonction utilitariste de commerce, notamment pour il faut aller voir un Ikea le dimanche après-midi, voilà. Hein, les gens viennent se promener. Hein, ouais. Oui. Et les couples pour s'engueuler. Voilà, mais les gestionnaires le voient. Et donc, ces 2 types de destinations différentes que sont le centre-ville, que le centre-ville est une destination, et le centre commercial, correspondent à des publics différents, à des comportements de consommation différentes, et également à des types de commerce différents. Je prends l'exemple notamment des franchises. Honnêtement, alors je parle surtout de la CMA Est, où on a un certain nombre de franchises
qui, dans leur cahier des charges, ont très bien intégré le fait qu'elles ne fonctionnaient que dans les centres commerciaux, et d'autres qui interdisent à leurs franchisés d'être dans les centres commerciaux. Donc, on a deux types de comportements différents. Donc, pour moi, la concurrence n'existe pas. Et ensuite, tu vas faire le SCOT là-dessus. Mais le SCOT, c'est un document d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec ce document, avec ces règles, élaborer des règles de cohérence. Ensuite, je le redis, il y aura des règles plus précises qui seront les PLUI, et puis il y aura la décision des maires. Pardon de vous le dire ça, mais je renvoie pas la patate chaude à quiconque. Mais ce sont les maires. Un coup c'est l'État, un coup c'est les maires. Mais parce que la métropole, c'est la métropole. Pour l'industrie, c'est plutôt l'État. Mais oui, parce que c'est les maires qui accordent des permis de construire, notamment. Alors évidemment, il y a des commissions d'aménagement commercial et l'État est partie prenante, mais c'est les maires qui initient des projets et qui décident ou non d'appliquer et d'utiliser des dispositifs juridiques qui existent. Je prends notamment la préemption de fonds commerciaux dans le cadre des périmètres de revitalisation dans les centres-villes. Tout ça, c'est des maires, c'est pas la métropole qui fait la place des maires. Nous, on établit une cohérence. Donc, je vais répondre simplement, et je suis désolé pour l'internaute. Premièrement, il n'y a pas de concurrence, donc cette question, je la comprends pas. Et la métropole n'a pas son mot à dire là-dedans, et elle laisse aux maires le soin de le faire, et ils le font très bien. Voilà, pendant les dents de l'internaute. Magali Vernier, les choses sont aussi simples que le dit Yvon Iskovitch. Il n'y a pas de concurrence entre les centres commerciaux et le petit commerce? Vous vous rendez compte que si je dis non, ça va être... si je dis le contraire, monsieur Iskovitch, ça va être un drame? Non. Vous voulez dire que vous êtes sous pression? Voilà. Non, je vais Parler sans haine et sans crainte. Je suis là pour vous protéger. Merci. Je n'en doute pas. Je module simplement en disant qu'il y a une évolution. Il y a une évolution de l'ensemble du commerce. Par exemple, vous voyez arriver, de nouveau, on parlait des Ikea. Vous voyez des Ikea comme celui de la place de la Madeleine qui revient. Donc en fait, là, la complémentarité est intéressante parce que c'est traditionnellement une grande surface qui va s'installer en ville, mais avec quasiment uniquement un site vitrine. Ça va être 1000 m², il n'y a pas de site d'exposition. On va avoir quelques petits objets et tout le reste, ça va être essentiellement de la commande en ligne. Donc c'est d'autres modes. C'est là, il y a une complémentarité des circuits qui est en train de se passer. Et je crois que cette complémentarité, elle doit être recherchée effectivement avec un travail sur les centres-villes, donc travail de la part des maires, effectivement, ou des territoires, pour chercher des lieux de vie, c'est-à-dire des endroits où il y aura du flux physique qui ne seront pas exactement la même chose parce que quand même, on ne va pas forcément boire un café au 3e étage du centre commercial quand on se retrouve le dimanche avec ses amis. On ne va pas forcément acheter des chocolats ou des cadeaux fins, etc. Donc dans un Leclerc ou dans un Intermarché. On préfère aller au chocolatier de son centre-ville. Donc il faut effectivement mixer les destinations, essayer de trouver des complémentarités. Pour autant, il y a quand même cette notion de saturation qui existe, qui est réelle. Il y avait une franchise, justement, j'étais lundi à un colloque organisé par des commerçants un franchisé qui disait, ben voilà, j'ai 14 magasins installés dans des centres commerciaux, il y en a un 15e qui ouvre, soit je mets mon enseigne et je vais être obligé, alors il va y avoir une baisse des chiffres d'affaires pour tout le monde, soit je la mets pas et je vais avoir dans tous les cas une baisse de chiffre d'affaires parce que quelqu'un le mettra. Mais ça ne va pas augmenter son chiffre d'affaires global. C'est-à-dire que le gâteau, à un moment donné, il n'est pas extensible. Donc il y a une organisation, et je dirais qu'effectivement, peut-être que pour répondre à ce moment-là au deuxième sujet, quelle est la place de la métropole, c'est peut-être pas la métropole, c'est sûrement pas la métropole de décider pour autrui, mais peut-être qu'en annexe du SCOT, il pourrait y avoir des cahiers de recommandations, par exemple, pour répondre à ce que vous disiez, monsieur, des rez-de-chaussée valorisés, des locaux polyvalents, qui puissent avoir plusieurs fonctions et être mutables de façon à ne pas être bloqué par une fonction et pouvoir être un coup un commerce, un coup un artisanal, et ça l'introduire dans les règlements d'urbanisme, dans les cahiers des charges promoteurs. Donc il y a des solutions qui pourraient être des bonnes pratiques, qui pourraient être à ce moment-là des recommandations de la métropole sans être coercitif. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Il n'y en a pas eu beaucoup ce soir. Dépêchez-vous parce que sinon on va tirer le rideau de fer. En attendant, crise d'Anaradjou, qu'on reparle un petit peu. On a commencé avec évidemment ce port de Gennevilliers, on va terminer avec. Pardon de cette question, mais qu'est-ce qui se passerait si le port de Gennevilliers n'existait pas? Les marchandises viendraient de beaucoup plus loin.
on perdrait un certain nombre d'emplois, puisque la plateforme concentre quand même 6 à 8 000 emplois. Et puis, finalement, en fait, cette compétitivité des commerces de proximité se trouverait désorganisée, puisque effectivement, quand les marchandises viennent de beaucoup plus loin, vous avez moins de latitude, vous avez moins de souplesse pour organiser cette demande, enfin pour répondre à la demande de la manière la plus optimisée possible. Et puis voilà, enfin, je réinsiste aussi sur cet enjeu d'emploi aujourd'hui. Enfin, la logistique, ce sont des emplois qui sont pas délocalisables. Ici, vous êtes sur un cluster industriel où un certain nombre d'emplois se répondent aussi. C'est quand même une chance d'avoir ça sur le territoire de la métropole plutôt que de l'avoir sur le territoire d'autres régions, voire d'autres pays. Enfin, même si, bien sûr, on est dans un cadre européen et bien sûr, on est alimenté partout en Europe. Mais c'est quand même un vivier d'emplois qui est quand même très important et qui représente des emplois qui répondent finalement à l'ensemble des demandeurs d'emploi, puisque ici, vous avez à la fois des emplois de col blanc, mais aussi des emplois de col bleu. Donc, vous avez beaucoup d'emplois qualifiés et aussi des emplois qui sont adaptés à la population qui est tout autour du port de Gennevilliers. Marc Ourson, si le port n'existait pas à Gennevilliers, qu'est-ce qui se passerait? Vous feriez une plage? Non, on s'est battu justement qu'il n'y ait pas une plage, puisque c'était un des projets du livre blanc de faire des marinas. Évidemment, c'était tenté à l'époque. Hein, on a vu tout à l'heure en faisant le tour en bateau qu'il y avait une des personnes qui faisait du ski nautique. Que c'est interdit, mais bon, il en faisait. Donc c'était un des projets et pareil, le projet de Castro qui voulait nous faire l'opéra de Sydney sur le port de Gennevilliers. C'est des choses là, ça dépend évidemment des élus locaux. On dit non à tout ça. Évidemment qu'on a besoin d'un site logistique pour évidemment, il est à Gennevilliers, mais pour la métropole, c'est là que le débat est important. Il n'y a pas de règles différentes. C'est la logistique de la métropole qui sert aussi bien à Gennevilliers qu'à toutes les autres villes de la métropole. Et comme disait notre directeur du port, Chris, tous les autres ports qui sont des satellites du port de Gennevilliers, et bien celle-là aussi, il faut retravailler dessus. Il faut aussi empêcher certains maires, donc ça je le donne comme de dire, à certaines industries ou certains entrepôts qui sont au bord de la Seine et qui servent bien, de dire c'est mieux de construire des logements privés et on vire ces industries, ou on vire ces lieux où on pourrait faire des entrepôts qui permettraient justement de livrer les petits commerces. Il y a quelques maires qui se laissent séduire quand même. Yvan Iskovitch, le mot de la fin. Je vais répondre à votre question. Allez-y. Je vais être encore aller dans le sens de Marc Ourson. S'il n'y avait pas le port de Gennevilliers, en ce qui concerne la métropole, on devrait le créer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une métropole sans une plateforme, une porte d'entrée logistique telle que celle-ci. Nous étions, pour parler du SCOT, cette semaine avec le service de la métropole, à côté du territoire dans lequel il y a l'aéroport du Bourget, l'aéroport, d'ailleurs on y retourne samedi, et l'aéroport Charles de Gaulle. On était à la porte d'entrée internationale, notamment de touristes. Eh bien ici on est à la porte d'entrée des matériaux, la porte d'entrée logistique, de flux économiques de marchandises considérables. Donc s'il n'existait pas un tel port, on devrait le créer, parce que ça veut dire qu'on ne serait pas une vraie métropole. Ou alors la métropole irait jusqu'au Havre et on ne serait plus du tout dans le même débat sur ce qu'on considère comme une métropole ou ce qu'on considère comme un axe. Voilà. Si je vous dis ça, ça veut dire qu'on n'a pas choisi ce site par hasard. On pense vraiment que si on parle d'aménagement du territoire et qu'on oublie ces grands enjeux logistiques, qui soient ceux du commerce, la façon dont on gère les flux. On a parlé tout à l'heure du détail des livraisons, mais c'est extrêmement important comme sujet. Un règlement harmonisé de livraison sur toute la métropole. Un certain nombre de sujets, on n'est pas une vraie métropole. Parce qu'on ne s'occupe pas des problématiques qui sont les pratiques quotidiennes des métropolitains et qui en plus impliquent ont des externalités négatives extrêmement importantes, de pollution, de congestion du trafic, de nuisances diverses et variées qui font qu'on est obligé de parler de ce type de sujet. Voilà pourquoi je pense qu'on a bien fait de venir ici pour en parler à Gennevilliers après cette magnifique visite. Et je remercie encore Chris Zanarajou de nous avoir accueillis et nous avoir guidés si bien
et avec tant d'intérêt et tant de passion dans son port de Gennevilliers. Je remercie aussi les techniciens d'être venus nous éclairer. Et puis enfin la ville de Gennevilliers à travers son maire Patrice Leclerc et vous Marc Courson de nous avoir accueillis. Et je vous donne rendez-vous pour parler d'un sujet qui est également très intéressant. C'est comment on va avoir cette métropole du numérique et des innovations lundi prochain ici les Moulineaux. Voilà, et puis d'ici là, il y aura également une autre visite samedi. On débattra évidemment au Bourget Culture et Patrimoine. C'est à 15h avec une visite du Salon du Bourget juste avant. Tous les renseignements sont sur le site de la métropole. Moi, je vais remercier tous les gens à la technique pour les images, pour le son, pour le web. Je vais remercier aussi Michel Laurent. Vous l'avez pas fait? Michel Laurent, bravo, vous avez gardé votre veste durant toute la durée de cette réunion publique. C'était pas évident, mais je me sens en communion d'esprit avec vous. Voilà, je ne souhaitais pas que vous soyez le seul autour de cette table. Je vais juste me permettre un petit complément. Je sais que c'était pas à moi de parler. Oui, alors très vite, parce que normalement on ne parle pas après le président Ivkovic. Si vous on a parlé d'un port qui pourrait disparaître. On a aujourd'hui un train qui pourrait disparaître. Je parle du train qui approvisionne et qui évite de mettre énormément de camions sur les routes, qui livre le mine de Rungis. C'est un vrai sujet. J'en profite de ce petit temps pour réouvrir ce débat sur la place publique. Écoutez, merci en tout cas. Excellente soirée à vous. Applaudissements pour nos participants. Puis on se retrouve pour boire un verre.